Je sais que certains dans la salle le pratiquent. Le CrossFit a vu un intérêt grandissant au niveau de ses adhérents ces dernières années. On a remarqué une augmentation très nette des pratiquants du CrossFit dans les box au cours de ces 20 dernières années. C'est une discipline dite à haute intensité qui regroupe des exercices de travail de force musculaire type haltérophilie, de la gymnastique et des formes de travail aérobie comme la course ou le rameur. Elle est pratiquée dans plus de 2000 installations à travers le monde et elle sollicite particulièrement les épaules sous une forme overhead, donc de pratique au-dessus de la tête. À ce titre-là, au vu de l'ampleur que le phénomène a pris, on était légitime de s'interroger sur la nécessité de mettre en œuvre des moyens de prévention des blessures de la ceinture scapulaire. Pour pouvoir se donner un petit peu de légitimité, on est allé voir ce que nous disait la littérature et on apprend plusieurs petites choses. Premièrement, Klimek en 2018 et Summit en 2016 nous montrent que la prévalence des blessures dans le CrossFit est comparable à celle des autres sports. Notamment celle des sports overhead, comme peuvent être le sport de lancer, ou des sports d'impact comme peuvent être le rugby par exemple, et qu'on retrouve l'épaule impliquée dans 25% des cas au niveau des blessures. Villeroy et Asker en 2017 et Wenstal en 2014 nous montrent qu'un déficit de rotation interne de la gléno-humérale est un facteur prédictif de blessure de l'épaule lors de la pratique de sport overhead. D'autre part, Shepa en 2018, Min en 2017 et Wilk en 2013 ont démontré que les étirements de la capsule postérieure augmentent la rotation interne de la gléno-humérale. Shepa décrit également qu'une fonction efficace du membre supérieur diminue le risque de blessure. Mais nous n'avons pas trouvé d'articles qui mettent en corrélation directe l'amélioration de la rotation interne de la gléno-humérale et le gain fonctionnel des membres supérieurs. Le but de notre étude a été de démontrer l'intérêt de la mise en place d'un protocole d'auto-étirement de la capsule postérieure de l'articulation gléno-humérale dans le gain fonctionnel des membres supérieurs chez les crossfitters. L'objectif de notre étude, c'est parfait, a été d'observer le lien entre la réalisation d'un programme d'auto-étirement de la capsule postérieure et l'amélioration de la fonction du membre supérieur évaluée au moyen, et je m'excuse pour la prononciation, de l'Upper Quarter Y Balance Test. Est-ce que tout le monde connaît ce test? C'est l'équivalent de ce que nous a montré Guillaume tout à l'heure, le SEVT pour la jambe, c'est un test en étoile, d'accord, au niveau du membre supérieur. Je vais vous montrer la position dans la diapo suivante, qui permet d'évaluer une fonction de stabilité et de mobilité du membre testé. D'accord? Il y a 3 directions, une médiane, une supérolatérale, une inférolatérale. Le membre testé, on le verra juste après, étant le membre qui reste en appui sur la toile. L'hypothèse de notre étude suggère que la pratique d'un protocole d'auto-étirement de la capsule postérieure, effectué pendant 15 jours, permettrait d'augmenter significativement la fonction du membre supérieur et donc de diminuer le risque de blessure chez le crossfitter. Donc voilà, vous voyez la position du test sur les photos. Donc ça, c'est une pose que nous avons fabriquée. On demande au sujet de se placer en appui tendu, d'accord, et d'orienter le membre, pour le coup non testé, le membre testé étant ici, en l'occurrence, celui-là, okay, dans différentes directions, une médiane, une supérolatérale et une inférolatérale. Nous avons mené donc un essai clinique randomisé en simple aveugle avec intention de traiter. 12 sujets pratiquant le crossfit au moins 3 fois par semaine ont été répartis aléatoirement en 2 groupes. Le groupe A, le groupe contrôle, et le groupe B qui devait effectuer les auto-étirements. Les 2 groupes ont été vus de façon simultanée par 2 kinés différents et nous avons éludé les critères d'inclusion et d'exclusion, sachant que nous avons volontairement pris des sujets qui étaient tous non pathologiques, donc qui ne présentaient pas de pathologie connexe, type tendinopathie ou problème d'épaule associé. Dans les 2 groupes, le groupe A a poursuivi sa routine d'entraînement sans rien modifier. Le groupe B devant réaliser un auto-étirement de type cross-body stretch durant 15 jours. Il a été demandé au sujet du groupe B de réaliser 4 répétitions de 30 secondes de l'étirement sur les 2 membres supérieurs, et ce de façon quotidienne. Le fameux Upper Y Balance Test a été utilisé pour évaluer la fonction des membres supérieurs. Nous l'avons fait à J0, on l'a refait à J15 pour les 2 groupes pour voir un petit peu ce que ça avait donné. Le cross body stretch est un des 2 étirements avec le sleeper stretch, l'étirement du dormeur, qui est recommandé pour le travail. Alors,
On pourra en discuter après, dès l'étirement de la capsule postérieure de la gléno-humérale. On a également évalué l'observance, qui est la capacité qu'ont les sujets à effectuer les consignes qui étaient données par les opérateurs. On l'a évalué à J15. Que nous apprend notre étude? Première bonne nouvelle, que les crossfitters sont des gens assez sérieux. Ils ont quasiment tous suivi les instructions pour le groupe qui les avait à les faire, données par les kinés, 14,8 jours, c'est-à-dire que la quasi-totalité des sujets a réalisé les étirements, et ça de façon stricte. On leur fait confiance, c'est basé uniquement sur la confiance, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on apprend par ailleurs? Ah, voilà, là je suis bon. Premièrement, que dans le groupe qui a effectué les étirements, on retrouve une augmentation significative de 12,71% pour le membre dominant du résultat global du test. C'est-à-dire que cette diapo-là, on a pris une moyenne des 3 directions du test, d'accord, pour le membre dominant. Au vu des résultats qui sont plutôt positifs, on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne va pas regarder un petit peu toutes les directions et qu'est-ce qu'on peut retirer des sous-catégories des différentes orientations du test? Toujours pour le groupe qui a effectué le test, les étirements, on retrouve pour l'orientation supérolatérale du test une augmentation significative de 13,96% pour le membre dominant et de 14,48% pour le membre non dominant. Pour l'orientation inférolatérale du test, on retrouve une augmentation de 12,4% pour le membre dominant et une augmentation de 17,44% pour le membre non dominant. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Que les gens qui se sont étirés ont progressé au niveau de la fonction de leur membre supérieur, tout du moins pour le bras dominant. Qu'en est-il de l'autre groupe, celui qui n'a rien fait? Le but étant de regarder si le résultat du test a augmenté ou pas. Et là, à défaut d'augmenter, il a même diminué et on retrouve pour le membre dominant, chez les gens qui ne se sont pas étirés, une diminution significative de 9,13%. Donc grosso modo, sur le membre dominant, les crossfitters qui ne se sont pas étirés ont perdu de la fonction au niveau de leur membre supérieur. Pour résumer un petit peu tous ces tableaux, et je reviendrai juste rapidement, pour le membre non dominant, on n'a pas de valeur significative, donc je ne peux pas vraiment extrapoler la donnée pour le groupe qui ne s'est pas étiré. Grosso modo, pour résumer, si on se base en termes de bras dominants et non dominants, on retrouve une augmentation significative pour les gens qui se sont étirés pour le bras dominant avec une augmentation du test, une diminution significative du score du test pour ceux qui ne se sont pas étirés. Pour le bras non dominant, nous n'avons pas de statistiques significatives, mais on retrouve une tendance similaire avec une augmentation du résultat du test et donc de la fonction du membre supérieur chez les gens qui se sont étirés et une diminution chez ceux qui ne l'ont pas fait. Au final, qu'est-ce qu'on peut retirer? Déjà que l'hypothèse de l'observance a été validée, c'est-à-dire que les sujets, les crossfitters ont été capables de réaliser leur protocole de la façon régulière et de la manière dont on leur avait demandé. L'hypothèse principale selon laquelle la pratique d'un protocole d'auto-étirement de la capsule postérieure de gléno-humérale augmenterait la fonction du membre supérieur de façon significative est validée pour le membre dominant, puisqu'on a vu que le score du test était augmenté chez les crossfitters pour le bras dominant. Les résultats semblent en accord avec la littérature, dans le sens où, finalement, la pratique d'un protocole d'auto-étirement qui augmenterait la rotation interne de gléno-humérale améliorerait la fonction de l'épaule et donc diminuerait le risque de blessure. Pour être tout à fait honnête, quelques limites, la taille de l'échantillon, 12 sujets répartis en 2 groupes de 6, petit échantillon, donc finalement peut-être manque de significativité de certains résultats. Le type de l'étude, un essai clinique randomisé en simple aveugle, quand on a pris les mesures, on connaissait les résultats qu'on voulait obtenir, ce qui a pu peut-être biaiser ces derniers. La toise qu'on a utilisée, qui était fabriquée, bien que respectant les angulations et les mesures préconisées pour ce type de test, n'est pas aussi précise que le kit qui est dédié à ça. Et aussi l'activité physique complémentaire. Nos crossfitters ont pu pratiquer soit une activité physique ou professionnelle qui a pu engendrer d'autres exercices, et qui a pu modifier et impacter nos résultats. Grosso modo, et je termine très vite parce que José me met la pression, je vais apprendre. Au final, s'étirer c'est bien, enfin s'étirer la capsule post c'est bien. On retrouve une amélioration chez les sujets globalement qui se sont étirés, donc il faut continuer.
Je pense qu'effectivement, il faut continuer avec plus de sujets, dans le sens où plus on aura de sujets à tester, au plus nos résultats seront significatifs. Et pourquoi pas en extrapolant, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer ce type de protocole dans les salles de CrossFit en se disant, ben voilà, messieurs, en plus de votre activité de renfort, pensez à vous étirer parce que c'est vraiment un facteur bienfaiteur et surtout étirez-vous pour éviter de vous blesser. Et en extrapolant, chez nos patients en cabinet, messieurs, vous pratiquez ou pas du CrossFit, vous avez mal à l'épaule pour X ou Y raison, pensez à vous étirer le plan postérieur. Le fait de gagner en rotation interne de glenoméral améliorera forcément la fonction de votre épaule et vous en saurez que mieux. Je vous remercie. Merci. De l'intérêt limite des tests isocinétiques, toujours l'isocinétisme, de singularité, d'instabilité que je caractérise comme étant acquise puis traumatique. Et je préciserai à cette occasion l'existence de deux écoles de tests. L'articulation scapulo-humérale et la deuxième articulation la plus testée en isocinétisme. Les instabilités sont nombreuses, tant par la direction, qui peut être antérieure, postérieure, multidirectionnelle. Les degrés d'instabilité, on peut avoir de la subluxation ou de la luxation vraie aiguë. Les causes peuvent être traumatiques ou non. Et on peut avoir un caractère de chronicité, voire une instabilité volontaire. Les sursollicitations sportives peuvent amener ce risque d'instabilité acquise par augmentation du moment de force des rotateurs médiaux. Donc en fait sur les activités de lancer, on observe que le lancer peut s'effectuer avec 6000 degrés secondes, mettant à défaut la capacité de freination des rotateurs latéraux. Qui peuvent à ce moment-là, dans leur rôle freinateur, être pris en défaut. Toujours la même observation clinique, sur ces gestes de lancer, chez le lanceur, on observe cet épaississement capsulaire postérieur avec un déficit fréquent de la rotation médiale. Les adaptations musculaires entre rotateurs médiaux et latéraux dans les sports d'armes et lancers, on observe souvent un déséquilibre en faveur des rotateurs médiaux du côté dominant. Pascal Edouard, dans un recueil de 21 études, montre cet effet de dominance aux rotateurs médiaux dans le hand, le javelot, le tennis, la natation, le volleyball et le waterpolo. Cette augmentation de force des rotateurs médiaux ne s'accompagne pas nécessairement de l'augmentation de force sur les rotateurs latéraux. Les propositions rééducatives sont issues des tests, avec toujours ce paradigme. À déficience passive, nous opposons une stabilisation active. Les muscles qui vont être les muscles cibles sont proches de l'articulation. Avec l'évaluation isocinétique, on va surveiller les 4 rotateurs médiaux que sont le subscapulaire et les 3 grands, et contre les 2 rotateurs latéraux que sont l'infra-épineux et le petit rond. Toujours dans le rôle de stabilisation active de l'articulation scapulo-humérale. L'application isocinétique et les limites que nous pouvons rencontrer. L'articulation est composée de 5 articulations. Nous ne pouvons proposer sur l'activité rotatoire que de tester la scapulo-humérale. Avec un impératif, il doit y avoir un alignement strict du dynamomètre, de son axe. Et le constat, c'est que l'axe d'entrée du dynamomètre est le plus éloigné de toutes les applications qu'on a en isocinétisme par rapport au centre instantané de rotation. Des positions s'opposent, donc 2 écoles. L'école liégeoise, avec en tête de file le professeur Bénédicte Fortum, qui propose
de tester en décubitus dorsal de manière à plaquer la scapula avec deux positions, à 45 degrés et à 90 degrés. À 45 degrés, la rotation médiale autorisée est relativement importante et permet de ne pas aller vers la préhension. À droite, la position de Davis et Davis modifiée, qui est une position la plus historique, qui met le membre supérieur dans la position de pesanteur, mais qui va avoir des facteurs de variance importants sur les tests. Avec une translation antérieure, quand vous allez travailler en rotation médiale, il faut vraiment plaquer l'épaule. Sans ça, on est dans un calcul de moment de force, mais également dans ce moment de calcul de tirance antérieure. Les ratios proposés. Le ratio fonctionnel va explorer la situation d'armée. Donc quand j'arme, je vais avoir une susceptibilité en fin de course sur les rotateurs médiaux. Ce ratio doit être évalué avec un caractère normatif qui est inférieur à 0,75. Donc plus le ratio est écrasé, plus les rotateurs médiaux sont actifs dans leur rôle de freination. Le ratio mixte, lui, va explorer la situation de lancée avec la surveillance de ce qui se passe sur les rotateurs latéraux en fin de course. Donc l'objectif, c'est d'évaluer le risque prédictif de lésion et de freiner ce lancer en fin de mouvement. Le caractère normatif, chez le sédentaire, est à 1,3 et chez le sportif survitaminé, des rotateurs médiaux à 1,1. En deçà de 0,8, nous tombons en zone rouge, le risque lésionnel est important. Les études, donc Wang et Cochrane, nous montrent dans une étude prospective de 16 volleyeurs si les rotateurs, sur le ratio mixte, s'il est inférieur à 1, une survenue de blessure est observée dans l'année. Pascal Edouard et collaborateurs, dans une étude prospective chez 16 handballeuses de niveau national, si le moment de force maximal côté dominant par rapport au côté non dominant est supérieur à 10%, plus un des deux ratios anormal, le risque de blessure dans la saison est de 2,6. Après épisode luxatoire aigu, on fait un démembrement des lésions anatomiques qui doit nous donner une indication de test sur des diagnostics précis avec une observance des délais de temps de consolidation. Et quand le chirurgien opère, souvent avec ces techniques de stabilisation par la talagère, l'intérêt d'un test préopératoire côté dominant ou non dominant est évident, qui va nous permettre de surveiller la cinématique de récupération, tant au moment de force maximale que des ratios. Une étude prospective de Tia Mako et Pascal Edouard montre la diminution de force des rotateurs médiaux inhérente à ce type d'intervention. Pascal Edouard, toujours dans une même série sur 20 patients, nous signifie à M3 une baisse de la force des rotateurs médiaux de moins 28%, donc c'est bien les rotateurs médiaux qui sont déficitaires sur ce type d'intervention, pour un déficit de 16% sur les rotateurs latéraux. À M6, la récupération est active et à 21 mois, le maintien de la force est observé. Donc là, le test isocinétique va éclairer la décision de reprise sportive. Je te demande de conclure. On va passer sur conclusion pour avoir la discussion possible après, sinon on n'aura rien. Un ratio mixte de 1 versus un ratio fonctionnel écrasé, donc de 0,75 doit être recherché. L'installation doit être rigoureuse. C'est-à-dire que là, on ne peut pas, vu l'application de l'adaptateur, il n'y a pas d'échappatoire. Le centre instantané de rotation est vraiment à distance. Il faut évacuer les compensations et il faut effectuer une procédure test-protest avant la validation des tests. Merci pour votre attention. Merci, bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avant oui. Nous commencions, juste une petite note quant à ces messieurs qui sont à la tête à l'envers. C'était un de mes patients qui avait été opéré d'un latarjet et bien qu'ayant bénéficié du latarjet, il était dans l'incapacité de reprendre la chute libre parce que il ne faut pas oublier qu'en cas de luxation, si on ne récupère pas,
on peut se placer dans des situations létales. Donc là, l'isocinétisme a permis de leur donner un peu d'assurance et de pouvoir reprendre cette activité à risque. On n'a pas la photo quand il arrive au sol, mais c'est pas mal. Bonjour à tous, ravi de vous voir aussi nombreux ici, parce que les circonstances sont plutôt défavorables. J'espère que c'est la dernière fois que le Dalton se fait masquer, même si les Dalton sont toujours masqués. Donc je vais vous présenter ce propos qui relève de mon expérience clinique et chirurgicale. La suture simple rang ou double rang dans la réparation d'un corps du rotateur. À propos d'une série de 150 cas, ça commence à compter. Alors, de quoi parle-t-on? Soyons clairs. Une rupture d'un corps du rotateur, c'est ce que vous voyez. Alors, c'est ça la flèche? Oui, mais sur Bon, alors, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, ça, c'est une rupture constitutive. Alors là, on l'a faite au bistouri. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable là-dessus? Eh bien, d'abord, vous voyez très bien le trou. Mais ici, vous avez la zone d'insertion qu'on appelle footprint, c'est-à-dire l'endroit où, si la coiffe doit cicatriser, elle doit être appliquée. Ça, c'est le premier point. On parle de suture simple rang, suture double rang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le plus facile en arthroscopie, parce qu'au début, quand on ne savait pas faire, on avait 3 instruments et c'était très compliqué, ben, le plus facile, c'est de ramener ce morceau-là sur ce morceau-là dans une seule rangée. Vous voyez, comme ici. C'est-à-dire qu'on va mettre une agrafe à l'intérieur de l'os, on va faire passer les fils dans la coiffe, on va serrer un nœud, clac, la coiffe est appuyée. Le double rang, c'est réaliser une suture en plaquant la coiffe sur le footprint. C'est-à-dire, je répète, le footprint, c'est cette zone sur laquelle on va constituer une surface d'application et on va avoir 2 points qui vont permettre de rappeler la partie la plus médiane de la coiffe et 2 points d'ancrage qui vont permettre de rabattre cette partie médiane sur le footprint. C'est ce que vous voyez ici. C'est la différence entre le simple rang et le double rang. Sachant que le simple rang est beaucoup plus facile à faire que le double rang. Bon. Petit rappel, vous avez quelques vues de simple rang qui vous montrent comment ça se traduit lorsque on est à l'intérieur de l'épaule. Le double rang se rajoute à cette technique de double fixation l'utilisation non pas d'un fil, mais d'une tresse, c'est-à-dire un fil plus large, qui va permettre un effet de plaquage, c'est-à-dire qui va permettre d'appuyer la coiffe davantage sur le footprint pour encourager la cicatrisation. Alors, ceci dit, quelques images pour préciser les choses. C'est très technique, c'est joli, mais c'est déjà compliqué pour le chirurgien. Alors si on n'a pas l'habitude de rentrer dans une épaule, ça devient extrêmement compliqué à expliquer. Je vais donc vous présenter l'objectif de cette étude. C'est de démontrer par rapport à la littérature que le double rang couplé à une tresse, vous allez me dire, oui, mais là c'est démontrer 2 choses. Bon, oui, on n'a pas pris de fil, on a pris de tresse, donc on a 2 hypothèses de travail qui se confondent, donnent au moins d'aussi bons résultats en score de constant modifié, avec tout ce que c'est, que le score de constant, et en échographie, que des sutures classiques par simple rang. Alors, on a une série, cette série, la technique, d'abord la technique c'est Tony Romero, c'est mon ami Nicolas qui me l'a présenté, et pour moi ça a été une bénédiction parce que sur le plan technique, on fait des progrès en fonction des maîtres qui vous apprennent. Et là pour moi ça a été quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Voilà, EFATA, ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on a retenu? Alors ça c'est les critères d'inclusion et d'exclusion. Eh bien on a utilisé un scanner pour pouvoir affirmer qu'il y avait une fuite massive. Certains chirurgiens font de l'échographie leur examen cardinal, d'autres se contentent de la clinique. Là, on est sûr qu'il y avait un trou dans la coiffe des rotateurs.
On n'opère pas une hypothétique perforation. On a exclu les dégénérescences du sous-scapulaire parce que c'est une autre problématique et les patients ont déjà opérés. La casuistique, c'est 150 patients opérés par le même opérateur sur une période assez courte. J'ai pu revoir les 140 patients, l'âge moyen n'est rien de particulier. On a un petit peu plus d'hommes que de femmes, on a 70% du côté dominant, rien que du plastique. Alors, les résultats avant l'intervention, le constant pondéré préopératoire il était à 53 sur 100 avec 2 amplitudes. Le pondéré post-opératoire il est à 93 sur 100 avec de 60 à 100, c'est une moyenne. Et ce qui est peut-être plus intéressant en matière de performance chirurgicale, c'est le retour à l'emploi. On a 60% de gens qui reviennent dans la même activité professionnelle. Sur les statistiques, on est dans la frange haute. 9 échecs. Alors, on se nourrit, on s'instruit à partir de nos échecs. Les échecs, il ne faut pas les scotomiser, il ne faut pas dire, moi, j'ai jamais lu, j'ai pas de problème, il faut les comprendre pour faire des progrès. Sinon, on ne progresse pas. Alors, il y en a eu 9. Alors, les résultats, eh bien, les résultats sont cliniques et puis ils sont échographiques. On a, sur l'échographie, 64% des coiffes qui ont cicatrisé. L'échographiste vous dit, impeccable, je vois ton fil, mais la coiffe est bien appliquée. Quand je bouge l'épaule, quand je fais bouger l'épaule, elle ne se soulève pas, donc on considère qu'elle est cicatrisée. Il y a 21% de sutures qui sont des sutures de qualité moyenne, d'accord, sans hypothétique évolution défavorable dans le temps. Hein. Et puis on a 15% de coiffes qui sont rompues, dans tout. Le radiologue nous dit ça a pété. Alors paradoxalement, parmi ces coiffes rompues, il y a 6 patients qui vont très bien. Comme quoi, on peut avoir une rupture de coiffe et ne pas la ressentir. Ça fait partie des grandes questions. Alors la méta-analyse. Là, je vous fais grâce du détail de cette méta-analyse. Pourquoi? Parce que c'est une méta-analyse qui a été apparue en 2010, qui a été reprise en 2015. On compare des choux, des carottes et des navets. Et on n'a pas d'autre manière, parce qu'on n'a pas assez de rigueur scientifique, même dans les plus grands services du monde entier. Donc cette méta-analyse, elle existe. On va s'en servir. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette méta-analyse? Eh bien, elle nous dit qu'il y a 24%, c'est le chiffre éclairé, 24% de récidive, de rupture, dans les coiffes opérées, avec double rang, et qu'on est à un petit peu plus avec simple rang. Donc déjà sur cette analyse, on peut se dire, le double rang, là sur les chiffres que vous voyez, il est plus efficace que le simple rang. Voilà, il fonctionne davantage. Mais dans notre série, on tombe à 7% de rupture. Donc on peut se dire, les champions du monde. Ça c'est les U20 de rugby. On est les plus forts. Je crois qu'on est surtout appelé à être modeste. Pourquoi? Parce que ces 9 échecs, et bien ces 9 échecs, comment sont-ils produits? La grosse partie, les 4 principaux, c'est la courbe d'apprentissage de l'opérateur. Je le reconnais, c'est moi qui fais mal. Ah oui. Parce que je place mon fil, parce que je place mon tournevis d'une manière discordante par rapport à l'axe de mon fil, la vis se casse, je ne l'aperçois pas, elle ne tient pas suffisamment la tresse. 3 ruptures après 8 mois en médial, ça c'est un autre problème. Il semblerait que la vascularisation de la suture ne dépende pas de la mécanique de cette suture. C'est-à-dire qu'on pose la coiffe, qu'on la réinsère dans une tranchée ou qu'on la mette en double rang, eh bien, il y a toujours un problème, il peut y avoir un problème vasculaire entre cette zone de fixation et le muscle. Au niveau du tendon, il peut se construire une nécrose. De même que ces 2 nécroses du tendon, avec dégénérescence graisseuse rapide, il semblerait que lorsqu'on a une suture, eh bien, on a une part qui nous échappe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop pourquoi, et le pronostic, il n'est pas lié à l'état antérieur de la coiffe, il est lié à autre chose. C'est une question. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan de la discussion? On est un petit peu faible sur le plan scientifique. On n'a pas de quantification de la rupture. Vous avez vu que dans la méta-analyse, il y avait une quantification.
On a une association systématique, je fais systématiquement une association avec une ténodèse, c'est-à-dire que je fixe le biceps dans la gouttière, inlay, parce que je me suis aperçu que quand je ne le faisais pas, les gens avaient mal, et ils avaient mal pendant 6 mois, et ils revenaient en consultation avec mal là, et ils ont en filtration, le kiné me disait qu'ils ont mal. Depuis que je fais ça, j'ai plus de problème sur cette douleur, c'est peut-être excessif, j'en ai pas de conséquences, mais ça perturbe la valeur scientifique de l'étude, et il n'y a pas de randomisation. Donc je suis bavard, je conclue tout de suite. C'est une technique chirurgicale qui appartient incontestablement au gold standard de la réparation de coiffe, c'est sûr, mais l'essentiel il est là, la seule condition c'est maîtriser cette technique avant de la réaliser. Voilà. Bonjour tout le monde, on va vous reparler du score et de l'évolution de ce score des Dalton sur les 2 ans. Vous rappelez une chose, c'est que le score des Dalton est un outil de diagnostic et d'orientation vers le bon praticien au bon moment afin de gagner du temps dans la prise en charge de l'épaule. Pour cela, vous avez un récapitulatif qu'on vous a mis dans vos goodies, qui vous aideront, qui est présenté sous forme d'un tableau de 3 colonnes de 13 tests correspondant à différentes orientations professionnelles, orthopédiques, kiné et ostéopathiques, avec des sensibilités différentes mais complémentaires. Je vous rappelle que cette pluridisciplinarité fait la force des Dalton. Épurer au maximum afin d'éviter le côté chronophage des débuts. Non, c'est pas ça. D'accord. Tu peux me le remettre juste... Alors, excuse-moi. Voilà. Épurer au maximum, mais afin d'éviter le côté chronophage qu'on avait rencontré dans le début, on a gardé les tests les plus importants. Et là, je désolé, Guillaume. Merci beaucoup. Qui vous aideront à diagnostiquer rapidement 80% des dysfonctions de l'épaule. Chaque test positif va vous apporter 1 point. C'est simple, la colonne au score le plus élevé vous indiquera la profession à solliciter. On va passer maintenant à la vidéo. On a la chance que Guillaume Blondel nous ait mis ça sur les YouTube Dalton Association Dalton. Cette vidéo, c'est la partie, c'est pas ce que je veux, je suis désolé, hein, je suis pas bon dans ces trucs-là. Je veux mes notes, mais sans la vidéo. Voilà, c'est ça? Super. Ça va être compliqué. Bon, en fait, c'est juste cette vidéo pour vous montrer qu'il est possible, en moins de 3 minutes, de faire tous ces tests. Ce qui vous aidera à faire un bilan initial, puis un bilan intermédiaire si vous voyez une cassure dans la récupération, dans l'évolution de la récupération de l'épaule, ou un bilan final pour vous tester. Sur ce, on va vous parler de la vidéo. Pour vous montrer qu'en moins de 3 minutes, c'est possible. Et pour l'arrêter, je me mets vous. Est-ce que ça va? Non, pas du tout. Vous m'avez dit que je pouvais l'arrêter au cas où je la fouillais. J'arrête là. Donc on commence par les tests orthopédiques avec les comprises sous-acromiales, test de Yukum, où on cherche une douleur lors de la mise en tension. Deuxième test sous-acromial qui est le test de Hopkins. On cherche aussi une douleur. Ces tests seront de façon bilatérale. D'accord. Troisième test de Job pour le sujet épineux où on cherche une douleur et une non-tenue. Pareil pour le Pamel test pour le long biceps. Puis, test cross-arm pour l'articulation acromioclaviculaire où on cherche une douleur au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. Ça, ce sont les tests orthopédiques, tests en adduction. Test kiné maintenant. On cherche... Il y a 2 tests pour la dyskinésie scapulaire, le test du SRT, où on essaye de voir une amélioration avec l'aide du praticien qui va verrouiller la scapula sur la colonne
et voir s'il y a une énumération avec ou sans l'aide du praticien. Deuxième test de dyskinésie scapulaire, ça va être le test de l'antéflexion. On va demander au patient de lever une dizaine de fois les mains vers le plafond et on va chercher l'asymétrie de la scapula ou du moignon de l'épaule. Test maintenant de décentrage avec le C-test. On cherche une limitation lors d'élévation du coude. Puis, test de la capsulite. On cherche une limitation et une douleur dans la rotation externe et dans l'abduction, toujours de façon bilatérale. On va passer au test ostéopathique maintenant. Ascension de la première côte. Lors de l'expiration, cette première côte devrait descendre. Si elle reste en position haute, on a un point. Puis on cherche les limitations des inclinaisons et des rotations cervicales. Test simple. On va essayer de simplifier au maximum. Puis, test de rocking pour les dorsales, où on va être sensibilisé à un arrêt net d'une inclinaison d'une épineuse sous le pouce. Puis, enfin, test du tendon central. Là, je m'arrête. Je voulais prendre un peu de temps parce que c'est important. C'est un test. Voilà. Ou. Bon, en fait, c'est tout bête, je vais le faire sur toi, comme ça, ce sera plus simple. On va s'aider du levier supérieur qui est la tête et les cervicales. On va demander une flexion antérieure maximum, une flexion et une extension, une rotation droite, une rotation gauche. On va mettre une compression de ce tendon central de façon antéro-postérieure et traction vers le bas. Et on redemande de faire la flexion, les mêmes tests, et on voit s'il y a une limitation dans ces tests-là. S'il y a une différence, il y a une positivité. Et là, je ne sais plus comment faire. Voilà, donc merci, c'était ma conclusion. Voilà. Donc on vous a montré qu'en moins de 3 minutes, on était capable de faire ce test. Et je pense que, après, ça paraît simple comme ça, on a eu quelques bugs. J'ai envie du lourd là. C'est très bien. On peut le rendre, c'est bon? Mais on va couper là, c'est pas merde. Et on recommence. Putain, c'est pas possible de pas être à l'aise comme ça. Allez, c'est parti. On gère quand même 80% des dysfonctions de l'épaule. Voilà. Merci. On a redessiné le tableau avec les photos, les points c'est un peu plus visible, mais on a voulu aller un peu plus loin avec le 2.0, on est en forme évolutive là, on est au niveau du travail numérique maintenant. Donc on a vu, le bien, c'est un bilan. On voit tous les bilans, c'est chronophage, ça nous prend du temps, c'est pas facile à faire. Faut les envoyer en plus. Donc ça, il faut soit le scanner, soit il faut l'avoir tapé directement en mail. Et en plus, il faut les stocker, parce qu'il faut pouvoir le ressortir si le patient en a besoin, si le chirurgien en a besoin. Ça, c'est tout ce qui nous fait un peu chier dans les bilans. Maintenant, le nouveau bilan, le score, on va le trouver en bas. Bon, ça fait un peu mal à la tête, mais vous allez voir, c'est facile après. On peut l'enregistrer sur l'ordinateur directement, ou maintenant, on a l'application qui va être en route d'ici peu. Donc sur Google Play ou sur l'Apple Store directement. Donc quand vous arrivez dessus, on a le petit fichier inscription qui est important parce que en vous inscrivant, on rentre dans l'association du Dalton pour le score, ce qui donne accès à 2 parties qui sont pour moi sympas. Donc pour s'inscrire c'est facile, on met son nom, son prénom, sa profession. Donc on voit médecin, kiné, ostéo, biomécanicien et autres parce qu'on attend beaucoup de monde pour nous aider à avancer sur ce score. Le courriel et le petit récaptcha pour ne pas se faire pirater, hein, parce que c'est toujours un peu dangereux d'être sur le web. Quand on a notre compte, on peut avoir accès donc au score et aussi à l'annuaire du score où vous allez retrouver tous les praticiens qui le réalisent, les kinés, les ostéos qui réalisent ce score, les chirurgiens qui vont le lire. Vous aurez leur mail et les adresses. On a fait une petite page révision
qui peut être un peu sympa parce qu'on Youkoum, on connaît un peu tous. Crossarm, quand on l'a pas fait depuis longtemps, on ne sait plus trop quelle est la positivité, pourquoi il est positif et comment on le voit. Donc il y a la petite page avec la petite photo, qui a changé depuis, le texte et surtout le petit lien YouTube vers la chaîne YouTube d'Ilaton où ça vous rapporte directement vers le test en question. Donc ça c'était le tout premier test. Donc il prenait beaucoup de temps, 52 items. L'an dernier on est passé avec la soirée de décembre à 12 tests. Et maintenant on est là. Donc maintenant on est à ça, où on est arrivé à une application sur le téléphone, où vous rentrez directement votre nom, vous avez votre mail qui s'inscrit automatiquement ensuite, vous mettez votre profession, la date du test, le nom de votre patient, les 3 premières lettres de son nom, sa date de naissance, pour la protection du patient, et pour vous savoir qui c'est. Ensuite vous récupérez oui, non, sachant que c'est une seule case cochée qu'on peut cocher. Donc la case oui ou la case non, on ne peut pas cocher les deux. Vous devez rentrer votre score manuellement, ça sera corrigé bientôt. Jusqu'à un maximum de 4 points. Pareil pour le score de kiné. Pareil, on est sur l'ostéo où on descend. Chaque item a son propre niveau de score. Et vous avez la dernière partie avec la petite remarque, vous pouvez laisser le mot manuscrit que vous voulez. Ça marche aussi avec la dictée vocale. Ça plaît bien Antoine. Donc, ça va nous permettre de faire aussi bien un bilan en 1 minute. Vous avez fait votre test en 3, bilan en 1 minute, vous l'envoyez directement. Les prochaines évolutions, c'est qu'on aura le mail du destinataire. Ça, c'est encore en bêta test pour l'instant. C'est-à-dire que vous mettrez le mail de votre destinataire. Par exemple, moi, je veux l'envoyer mon patient à Antoine. Il aura mon mail qui arriverait, moi je recevrai une réponse. Ça, c'est l'annuaire, où vous retrouverez l'adresse, le mail, le numéro de téléphone. Pour l'instant, il n'y en a que 2, hein, c'est moi. C'est moi qui écris le truc. Là, on va arriver, on peut aller voir un peu le site en lui-même, l'application avec la petite page d'accueil où Antoine nous avait résumé un peu le site, ce que ça, la philosophie du score. Et là, on voit bien les tests avec la petite photo, l'explication, le but, la manœuvre, la positivité, et là, la page YouTube. Donc ça, c'est l'application qui sera bientôt sur l'Apple Store ou le Play Store. Ça, c'est ce que vous recevez et ce que le médecin recevra. Donc vous avez en haut, Guillaume Blondel, master kinésithérapeute, vous avez mon mail à côté. Le patient, c'était Blond, 04 06 85, c'était sa date de naissance. La date du test, c'était le 10 septembre, j'avais un score de ortho à 2, Dalton kiné à 3 et ostéo à 1. Il vous récapitule quels étaient les tests qui étaient positifs et vous avez votre remarque en bas qui reste inscrite. Pourquoi on a besoin de cette application? Parce qu'en fait, cette application elle va nous permettre de, plus vous serez nombreux à la tester, plus on aura des données. Et ces données vont nous permettre d'extrapoler beaucoup de choses. Parce qu'on a les petits génies là avec les maths et les statistiques qui vont nous mettre une tête comme ça pour qu'on ait un algorithme de décision, d'orientation plus défini. Pour l'instant, on est sur du début. Donc là, on a une application qui est sur un site web. On a un tutoriel de test qui vous rappelle beaucoup de choses, des tests qu'on a un peu oubliés, les positivités, la position et tout. Remplissage express en 1 minute, vous l'envoyez, vous le stockez. On a un peu besoin de vous pour que vous veniez pour nous aider, parce qu'on est parti d'un test papier de 52 éléments. On est sur une application, on ne sait pas où on va aller. On a juste besoin de vous.